La maison-musée Salvatore Dali de Porte Lica, qui, après avoir été la seule résidence stable du peintre Salvatore Dali, est aujourd'hui un musée. Les modifications et agrandissements successifs ont donné forme à une structure labyrinthique qui, à partir d'un point d'origine, le vestibule de l'Ours, se disperse et ondule au gré d'une succession de petits espaces reliés par d'étroits corridors, de petites dénivelées et des voies sans issue. À l'origine, simple maisonnette de pêcheurs, Dali l'agrandit successivement pour y vivre et travailler régulièrement, de 1930 jusqu'à la mort de sa femme Gala en 1982, date à laquelle il s'installe au château de Pubol. La décoration ainsi que de multiples objets et souvenirs ayant appartenu à Dali, tapis, plâtres, fleurs séchées, tapisseries de velours, meubles anciens, rendent cet espace particulièrement chaleureux. De la musique. Ah, de la musique, si vous voulez. Oui. Qu'est-ce que vous ne l'aimez pas? Non, parce que quand même, ces derniers jours, comme que je suis un être paradoxal, j'ai fait de grands éloges, et c'est vrai, je crois, le plus grand virtuose, à mon point de vue, beaucoup plus grand que Pablo Casals, que c'est le grand violoncelliste et aussi directeur d'orchestre, mais surtout violoncelliste soviétique Rostropovitch. Et alors là, vraiment, je trouve que les virtuoses peuvent arriver à atteindre au sublime. Par contre, comme je vous ai dit, la musique, en tant que moyen d'expression, c'est un des plus pauvres, parce qu'en musique, vous n'êtes même pas capable de dire en musique, soyez gentil, descendez chez le concierge et apportez-moi le chapeau que j'ai oublié sur une... Alors on ne peut rien exprimer du point de vue concret. C'est un des plus riches et un des moins précis. Tous possèdent des ouvertures aux formes et proportions différentes, encadrant le même paysage omniprésent dans l'œuvre de Dali, la baie de Portiliga.
Gérone est située au confluent du fleuve Ter, des rivières Onyar, Guel et Galigans, à une altitude de 70 mètres dans la plaine de Gérone. Gérone est fondée sous le nom de Gerunda. L'étymologie de ce toponyme n'est pas claire, mais pourrait peut-être signifier entre le Andarios, nom qui désignait en langue ibère la rivière Onyar. L'église Saint-Félix de Gérone est une basilique collégiale dont les origines remontent au premier temps du christianisme. La documentation sur l'église remonte à 882, même si le bâtiment actuel est une construction gothique du XIVe siècle, accordée par le chapitre en 1313. Le bâtiment, avec un clocher qui constitue un élément essentiel des monuments de la ville, a été déclaré bien culturel d'intérêt national. L'église est édifiée sur une proéminence de la colline sur laquelle s'étendait la majeure partie de la ville romaine. Sa construction, en honneur du martyr Saint Félix, s'étendit du XIIe au XVIIe siècle et conservait une grande partie du bâtiment roman d'origine, complétée plus tard avec les nefs, les toitures gothiques et la façade baroque. En fait, le bâtiment est connu pour ses 8 extraordinaires sarcophages romains et palotes chrétiens des 3e et 4e siècles encastrés dans les murs du presbytère. Game of Thrones à la cathédrale de Gérone. La scène de la cathédrale est celle qui comporte le plus de figurants, environ 200 soldats de la maison Tyrell, plusieurs dizaines de moineaux, de mendiants, et en prime la présence de Jaime Lannister, montant à cheval les escaliers de l'imposant édifice. Le tout avec des vues magnifiques sur la mer, évidemment à ajouter numériquement. L'église Santa Maria Cathédrale de Gérone est le siège de l'évêché de Gérone. Sa principale particularité est de posséder la nef gothique la plus large au monde, 22 mètres 98, qui est également la nef la plus large de tous les styles,
à l'exception de celle de la basilique Saint-Pierre du Vatican, qui mesure 25 mètres. Elle est située au centre de la vieille ville fortifiée, connue sous le nom de Fuerza Vieja, et coïncide avec le tracé urbain de Garunda, une colonie de l'époque romaine dont il reste des vestiges de murailles sur l'actuelle place de la cathédrale. C'est sans aucun doute le lieu touristique le plus visité de la ville et le préféré des touristes. Projetée par Marty sur Eda, sur l'emplacement de l'ancien couvent Saint-Augustin, c'est la place de Gérone par excellence. Un espace ceint d'arcades, de style néoclassique et très fréquenté en raison de la présence de nombreux restaurants. Le pont Eiffel est situé au confluent de 4 rivières. Gérone possède 11 ponts. Le plus réputé est l'œuvre de Gustave Eiffel, qui le construisit juste avant la célèbre tour Eiffel de Paris. Il enjambe l'Ognard pour vous mener à une rue commerçante de Gérone. La Pujada de Saint-Doménec est une rue en escalier au cœur de la vieille ville. Les points forts incluent le palais Renaissance de Calmani, le palais de l'Aguilia et, en observant tout en haut des marches, l'église baroque néoclassique de Saint-Marty-Sacostin.
Avant d'atteindre Saragosse, on traverse une vaste zone désertique. L'aire de camping-car de Saragosse, en plus d'être gratuite, service également compris, elle est parfaitement située. Il suffit de traverser le boulevard pour prendre le tramway. Vous me direz, mais pourquoi encore Saragosse? Tu es déjà venu. Oui, mais je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir visiter le palais de l'Aljaferia, et franchement, ne pas le visiter, c'est un affront à la beauté de ce monument. Le palais de l'Aljaferia a été une enceinte fortifiée, une résidence royale aragonaise, un siège et une prison de l'Inquisition, un palais pour les rois catholiques, une caserne et depuis 1987, un resplendissant siège des Cortes d'Aragon. En fait, la Chambre des députés locale. C'était une résidence de loisirs pour les rois musulmans. Elle reflète la splendeur atteinte par le royaume taïfa à son apogée politique et culturel. Il a été construit au XIe siècle comme palais de loisirs des rois musulmans qui régnaient le taïfa de Saracosta. 10 siècles plus tard, ce palais de la joie, qui avait rêvé le monarque musulman Al-Muqtadir, continue d'être avec l'Alhambra de Grenade et la mosquée de Cordoue, un des joyaux artistiques de la présence musulmane au sud de l'Europe. En 2001, l'UNESCO déclare patrimoine de l'humanité l'art mudéjar d'Aragon, en soulignant que le palais de l'Aljaferia est l'un des monuments le plus représentatifs du mudéjar, qui est devenu le symbole de l'architecture civile aragonaise et probablement une des références obligées de l'histoire de la culture espagnole. En accédant au monument, on trouve les belles arcatures du palais islamique qui contrastent avec l'imposante présence de la tour du Troubadour, mais également le palais médiéval des rois d'Aragon.
río pronunció sobrarbe. Aragón, tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Le monastère de Piedra se trouve dans l'une des zones les plus désertiques d'Aragon. Son origine remonte à 1194, époque à laquelle Alphonse II le Chaste et son épouse Donna Sancha firent don d'un ancien château arabe aux moines de Poblé pour y construire un monastère et renforcer la foi chrétienne dans la région. Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar, seremos los heraldos de la tempestad. En cuanto el viento quiera soplar a tierra baja hay que marchar, a ver desgarradas volver a ondear. Ejército de lluvia en la noche se te oye llegar por sierras y llanadas hacia la ciudad. Las piedras que hace siglos. C'est dans l'abbaye de Piedra que le chocolat fut pour la première fois préparé en Europe en 1534. Le moine Geronimo Aguilar, qui accompagnait Hernán Cortés au Mexique, envoya les premières fèves de cacao à l'abbaye de Piedra et la recette pour le préparer. Agua del Pirineo que al mar no llegó, encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país. En 1867, fut créé le premier centre piscicole d'Espagne en naturalisant dans les eaux du Piedra la truite commune et l'écrevisse à pattes blanches. Le parc jardin historique du monastère de Piedra offre un itinéraire spectaculaire à travers une nature exubérante. Un paysage surprenant où les chemins et les sentiers traversent cascades, ruisseaux, lacs et grottes à l'ombre d'arbres anciens et d'une végétation exceptionnelle. Son site géologique insolite alimenté par le Rio Piedra forme un espace unique avec une variété étonnante de flore et de faune. Suenan más como el moncayo sople, verás que soplar. Como el moncayo sople, verás un barquil navegar, buscando la tronada, su rumbo buscar. Baje el pez negras, baje el almogar, déjame contigo por el almogar. Ancho mar de sueños, que juntos soñamos tú y yo, convertiendo tus olas en mi corazón. La patria que sueñas se llama Aragón. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar. ¡Desperta, perro! Que te oigan tronar. Valladolid viendrait de Vala Delicias, la vallée des délices, d'où la prononciation Valladolid. En effet, la ville est située dans une plaine agricole, au climat beaucoup moins rude que ses voisines castillanes. Également, Delicias est un quartier de Valladolid.
Cet édifice Renaissance a été réalisé par Juan de Herrera au début du XVIe siècle. La façade est composée de deux parties supportées par des colonnes. La partie inférieure est l'œuvre de Juan de Herrera et la supérieure de Churi Guerra. Se caractérise par une riche décoration. L'intérieur montre trois nefs avec des chapelles latérales entre les contreforts. Sur le rétable du XVe siècle, signé Jean de Joigny, apparaissent des figures des saints. La cathédrale abrite également un musée que nous visiterons. En elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú sigue así y ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo. Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie puede cambiarme. Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Près de la cathédrale se trouve l'université, dont la façade est du XVIIIe siècle, quoique l'originelle était gothique. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie. La Plaza Zorrilla est située dans un cadre incomparable entre l'Académie de cavalerie, le Campo Grande ou la Casa Mantilla, faisant de cette plaza un point de départ très particulier pour visiter la ville. Depuis la plaza, on accède au parc principal de la ville del Campo Grande. Les grandes places en Espagne, c'est toute une institution. C'est le lieu privilégié par les habitants de la ville pour se retrouver, que ce soit pour commémorer une victoire sportive du club de foot local, assister à un spectacle ou juste faire la fête, ce qui est le cas lors de ma visite. Un gigantesque incendie en septembre 1561 ravagea Valladolid et sa Plaza del Mercado, devenue Mayor. Les travaux de reconstruction démarrent immédiatement, confiés à l'architecte Francisco de Salamanca. La nouvelle place qu'il dessinera servira dès lors de modèle aux autres Plaza Mayor d'Espagne et de l'Empire espagnol.
Ce couvent dominicain fut fondé par Donna Violante, épouse du roi Alphonse X. Il présente une grande façade de style gothique, œuvre de Simon de Cologne. Le palais Pimentel a appartenu au marquis d'Astorga au XVe siècle. Il est depuis 1875 la propriété du gouvernement provincial. C'est entre ces murs que naît le 21 mai 1527 celui qui deviendra le roi Philippe II. Cette église, Santa Maria de la Antigua, véritable emblème de la ville. En fait, ce temple conserve de nombreux éléments romans, comme la tour, le clocher et un portique sur le côté nord. Le reste de l'édifice est de style gothique et néogothique. J'ai visité ce temple, ce devait être la fin de la messe des communions. Eh bien, je peux vous dire que c'était la fiesta. Construit entre 1878 et 1882 selon les plans de Joachim Ruiz de Sierra, le marché du Val est le seul survivant de la ville de ce style du XIXe siècle, inspiré dans les halles parisiennes.
Tordesillas est une ville chargée d'histoire. De la domination arabe et de la reconquête, au traité de Tordesillas qui a divisé le monde entre les Espagnols et les Portugais, en passant par la révolte des Comuneros. Des choses très intéressantes se sont passées ici. Que l'église se trouve à l'emplacement de l'ancienne mosquée de la ville. Sa structure actuelle est gothique, mais à la fin du XVIe siècle, elle fut redessinée dans un style classique émanant de l'Escorial. Ainsi, la tête et les deux premiers corps de la tour sont de style gothique et le reste de style escurial, avec des modifications qui durent jusqu'au XVIIIe siècle. Nous découvrons le fleuve Douro. Avec une longueur d'environ 970 km, le Douro est le troisième plus grand fleuve de la péninsule ibérique. Il prend sa source à Serra de Urbion, en Espagne, et se jette dans Porto. C'est l'un des fleuves du Portugal qui a le plus d'histoire. Sur l'origine du pont actuel, il n'existe aucune référence, ni date, ni plan, ni hauteur. Ces arcs appartiennent à la période gothique. Il a 10 arches et entre les arcs, il porte des contreforts de forme triangulaire. Mondialement reconnu pour ses vignobles au terroir exceptionnel et ses célèbres cépages Touriga Nacional et Tinta Rosis, la région viticole du Douro est l'une des plus prestigieuses au Portugal et dans le monde. Vous êtes amateur de voyage et de virage? Vous adorerez la route nationale 222 qui relie le Portugal d'ouest en est, toujours avec le Douro comme compagnon. Élue plus belle route du monde, découvrons les paysages les plus époustouflants du pays.
barrage de Bacoste, que l'on appelle encore le barrage de Réquois, a été inauguré en 1973. Avec un dénivelé de 27 mètres, il est régulièrement traversé par des bateaux de croisière entre Réguá et Pinao. Il est ainsi utilisé pour la navigation, la production d'électricité et dispose également d'un passage pour piétons et passage routier. Sa hauteur 42 mètres, sa longueur de crête 310 mètres, le volume du barrage 108 000 mètres cubes. Au sommet de la colline Santo Estevao, le sanctuaire fait partie intégrante du panorama de la ville, auquel il est relié par un escalier scénographique. La dévotion populaire du lieu remonte à une chapelle avec l'invocation de Saint-Étienne, érigée en 1361. Au XVIe siècle, menacée de ruine, elle fut démolie en 1568 et la construction d'un nouveau temple commença à l'initiative de l'évêque de Lamago. Le sanctuaire actuel a été commencé en 1750 et est achevé seulement en 1905. Le temple présente sur sa façade des traces du style baroque et rococo. La façade est flanquée de clochers. La pierre de granit a été utilisée pour sa construction. À l'intérieur, le maître-autel se distingue par l'image de Nosa Senhora dos Remedios, sculptée en bois, et 3 vitraux avec les images de Nossa Senhora de Conceição, le Sacré-Cœur de Jésus et l'Annonciation. Édifié durant la première moitié du XVIIIe siècle, selon les plans de Nicolas Nasoni, le palais Matheus, entouré de beaux jardins, inséré dans une vaste propriété, est considéré comme l'une des plus grandes puissances de l'architecture civile du baroque au Portugal. De sa décoration intérieure ressortent les plafonds en bois travaillé, le mobilier de différentes époques et les peintures du XVIIe et XVIIIe siècle. Des objets en argent, de la céramique et une bibliothèque où s'illustre une remarquable édition des Lusíadas. Le palais de Matheus est la propriété de la fondation de la maison de Matheus, qui a développé une intense activité culturelle, notamment dans le domaine de la musique, de la littérature et des arts plastiques, organisant des festivals, des cours, des séminaires et des expositions.
atteindre le sanctuaire de Bon Jésus à pied, en voiture ou prendre le funiculaire? Vous imaginez bien que j'ai choisi le funiculaire. Une œuvre remarquable du XIXe siècle. Ce fut le premier à être installé au Portugal en 1882, toujours en fonctionnement, avec un système d'eau pour gravir un dénivelé de 300 mètres en 3 minutes. Le projet de Carlos Amaranta, 1748, privilégia le système néoclassique d'inspiration italienne qui intègre l'imposant sanctuaire du Bon Jésus en harmonie avec le paysage du nord du Portugal. Le grand escalier qui mène au sommet se compose de 17 paliers décorés de fontaines symboliques, de statues allégoriques et autres décorations baroques consacrées à plusieurs thématiques. La voie sacrée, les 5 sens, les vertus, le parvis de Moïse et au sommet, les 8 figures bibliques qui participèrent à la condamnation de Jésus. À ne pas manquer la perspective au fond du grand escalier, en regardant vers le haut les fontaines sculptées dans le granit, dans les nombreux paliers se dénotent du blanc en formant un calice sur lequel est assise l'église proprement dite. À l'intérieur du temple, sobre et ample, on remarquera les peintures de Pedro Alexandrino du XVIIIe siècle. Près de l'église se trouve le musée de la confrérie, dont la collection est constituée de pièces d'art sacré, et la bibliothèque, créée en 1918. Voir de là où en est Braga, la Rome portugaise, fondée il y a plus de 2000 ans par les Romains. Braga est de loin la plus ancienne ville du Portugal, surnommée la Rome portugaise due à ses origines et son patrimoine empreint de la religion chrétienne. Mais maintenant, le modernisme, les immeubles, a pris le pas. Guimarães, une expérience unique, balade en téléphérique. Pour visiter Porto, j'ai privilégié l'aire de Coronado, 5 € par nuit, électricité comprise, à 5 minutes à pied de la gare et 20 minutes de train avant de se retrouver au cœur de Porto. Pour commencer la visite de la ville, rien de tel que d'arriver à la gare Estação de São Bento. Cet édifice inauguré il y a plus d'un siècle est époustouflant par les beaux carreaux céramiques azulejos qui embellissent le hall principal et qui illustrent des scènes de la vie quotidienne et de l'histoire portugaise.
Le but maintenant est d'atteindre les rives du Douro. La rue das Flores est celle idéale pour faire ce trajet. Le palais de la Bourse a été construit sur les ruines du couvent des franciscains qui avait été détruit par un incendie. Sa construction a commencé en 1842 et il a fallu attendre près d'un demi-siècle avant de le voir inauguré en 1891. Le quartier de Ribeira est l'un des lieux les plus importants à visiter lorsque l'on souhaite découvrir le centre historique de Porto. Comme son nom l'indique, il s'agit de la zone située sur la rive du fleuve. Pour atteindre la vieille ville, et voir la cathédrale en particulier, quoi de plus facile que de prendre le funiculaire ? De la place de la cathédrale, on a une vue imprenable sur la ville, le fleuve Douro et les caves qui se trouvent le long. Juste pour info, cette colonne était utilisée pour pendre les criminels. Construite sur la partie la plus haute de la ville, la cathédrale de Porto, également appelée la Sé, est l'édifice religieux le plus important de la ville. Elle est située dans le quartier de Batala, à côté des murailles qui protégeaient autrefois la ville. L'extérieur de l'édifice ressemble fort à une forteresse avec ses créneaux.
Le cloître du XIVe siècle est décoré de faïences où sont représentées des scènes religieuses. Depuis le cloître, on accède à la Casa do Cabildo, où est exposé le trésor de la cathédrale, une collection d'objets d'orfèvrerie religieuse. À l'intérieur de la cathédrale, les grandes colonnes amplifient la sensation d'étroitesse et de hauteur de la nef centrale. On y découvre une décoration très sobre et des murs nus, à l'exception du maître-autel et de quelques chapelles qui sont de style baroque. Para! Só para me assustar. Vamos assustar. Chegamos. Avoir la chaude ambiance et le brouhaha sur la rive du Douro vers 15h à l'heure du déjeuner, on imagine aisément comment s'y passe la nuit. Il faut avouer que pour me promener à Porto, j'ai beaucoup de chance. C'est la quasiment seule journée de plein beau temps avec un magnifique soleil. Suivant les traces des marchands de vin du Portugal, lors de cette croisière traditionnelle des 6 ponts le long du Douro, suivons la trace des anciens marchands de vin qui transportaient les barils depuis la vallée jusqu'aux caves. Montons à bord du bateau et naviguons le long de l'étincelante fleuve Douro. Ensuite, nous descendrons le fleuve Douro en suivant la route des bateaux Rabello qui desservaient la région. Contemplons la beauté des paysages et les jolies maisons aux toits en tuiles rouges qui bordent les rivières de Ribeira et Villanova de Gaia. Laissons-nous transporter dans le temps par le charme désuet du Rabello, ancien bateau de transport de vin. Découvrons les ponts historiques qui relient Porto et Villanova de Gaia, tandis que notre bateau y passe dessous.
Kourou a pris sa source en Espagne, à 2160 mètres d'altitude, dans la Sierra Urbion. Il serpente à travers la Meseta pendant 572 km, puis sur 112 km il marque la frontière entre l'Espagne et le Portugal, et enfin il devient complètement portugais sur les 213 km de son cours et devient navigable avant de se jeter dans l'océan Atlantique entre les villes de Porto et de Villanova de Gaia dans l'estuaire de Porto, tout au fond là-bas. Un dernier coup d'œil sur Porto depuis le monastère de Santo Agostino. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul. Créé au début du IXe siècle, le pèlerinage de Compostelle est une des marches les plus grandes et les plus célèbres d'Europe. Les routes du pèlerinage, longues d'environ 1500 km, à destination de Santiago de Compostela, se rejoignent sur une route bien connue, le Camino Frances. Le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que... La première église construite en l'honneur de Santiago, Saint-Jacques, le fut par Alphonse II le Chaste au début du IXe siècle. Une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente. Je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est... La cathédrale actuelle est un édifice roman construit en granit dont les travaux ont débuté en 1075. Ils furent terminés en 1211. Elle fut consacrée la même année en présence du roi Alphonse IX de Léon. Mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. S'il est d'usage comme au Moyen-Âge d'envoyer quelqu'un à sa place marcher, dans tes prières, sois mon mandataire, de mon catéchisme j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu gardes. Au-dessus de la croisée du transept de la cathédrale s'élève une tour-lanterne du sommet de laquelle est accroché par des filins d'acier un encensoir en laiton, le Bota Fumero, en galicien, haut de 1,60 m, pesant 54 kg. En certaines occasions, on l'agite. Il peut alors atteindre la vitesse de 60 km/h. Il fut exécuté par l'orfèvre Losada en 1851.
cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main. Et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille village. Les chapelles de la cathédrale forment un musée de peinture, de retables, de reliquaires, de sculptures accumulées au cours des siècles. Cette marche, eh bien, c'est le que tu voulais. La route est longue jusqu'à Compostelle. Pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages. Le pèlerinage me fait toujours peur. Quand la dernière... L'orgue de la cathédrale possède 2 buffets qui se font face de part et d'autre du vaisseau et qui appartenaient à l'origine à 2 instruments distincts. Ils constituent aujourd'hui un seul et unique instrument. Sous le maître-autel, une crypte constituée par les soubassements de l'église du IXe siècle qui abritait le tombeau de l'apôtre renferme les restes de Saint Jacques et de ses disciples, Saint Théodore et Saint Athanase. Faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages. Le pèlerinage me fait Je quitte cette ville bercée par la foi et la croyance, par une note qui se voudrait optimiste. L'embouchure du fleuve Xalas est unique. Un fleuve de taille moyenne qui se confond avec la mer sans la toucher. Tombant d'une hauteur de près de 100 mètres à travers les roches granitiques, l'estuaire a une passerelle pour faciliter l'accès à la cascade de Jalas qui déverse dans la mer l'excès d'eau du barrage de Santa Uxia.
Le Camino de Fisterra est un itinéraire qui relie Saint-Jacques-de-Compostelle au Cap Finistère, fin des terres, bout du monde, là où le soleil se couche. Ce lieu mythique situé aux confins de l'Europe occidentale marque la fin du chemin terrestre et le début d'un renouveau intérieur pour nombre de cheminants. Une ancienne tradition selon laquelle les pèlerins parvenus jusque-là brûlaient leurs vêtements et leurs sandales en signe de changement de peau est encore pratiquée de nos jours. Les Romains pensaient que ce lieu représentait le point terrestre le plus occidental et donc que le monde s'y terminait. C'était le Finis Terrae. Pourquoi quelqu'un voudrait-il se rendre là où le monde se termine ? Le village de Fisterra est formé par une partie ancienne sur le port. C'est le petit village typique de pêcheurs, aux rues étroites, qui descendent vers la mer. Les rues et les maisons regorgent d'originalité. Fisterra est particulièrement célèbre par la Lonja del Porto, qui est un bâtiment conçu en 1994, considéré comme le premier marché aux poissons. L'une des nouveautés du projet était qu'il était proposé de faire du marché aux poissons le premier à intégrer le tourisme dans ses activités quotidiennes de vente de poissons et de fruits de mer. Dans le cadre de cette proposition touristique, le marché aux poissons est devenu un point d'intérêt touristique en permettant l'entrée aux criées, en concevant un système qui ne produirait pas d'interférence entre le monde de la pêche et le secteur du tourisme. Située face à l'océan Atlantique, La Corogne est une ville dont l'histoire est étroitement liée à son ancien port de pêche et de commerce.
La péninsule sur laquelle se trouve le centre historique abrite, outre la tour Hercule, l'un des symboles de la ville, un intéressant ensemble roman de rues, de places et d'églises médiévales. À l'origine, la Corogne fut peut-être un site celte, mais l'histoire de la ville a commencé à prendre de l'importance à l'époque romaine, quand le port devint un passage clé des routes de navigation. La Corogne possède un important port où font escale les bateaux de croisière en provenance du nord et du sud de l'Europe. Au port se trouvent les typiques maisons à galeries blanches et vitrées du XIXe siècle qui ont valu à la ville d'être surnommée la ville cristal. L'hôtel de ville se trouve sur la plaza de Maria Pita, centre névralgique de la ville. C'est un bâtiment élégant et monumental construit au début du XXe siècle. Costa da Morte s'étend sur la partie nord-ouest du littoral galicien sur plusieurs dizaines de kilomètres dans la province de la Corogne. Sur cette côte, nous trouvons des plages désertes, des anses et des falaises. La plage As Catedrés, classée monument naturel, compte parmi les plus célèbres de toute la Galice. Elle est connue dans le monde entier pour ses formations rocheuses aux silhouettes étranges, créées par le vent et l'eau, ou laissées libre cours à son imagination. Les arches qui donnent un cachet incomparable à cette plage s'élèvent à 30 mètres de haut. C'est le travail du vent et des mouvements de la mer qui ont façonné ces falaises extraordinaires. Attention, en été, la réservation est obligatoire pour pouvoir y accéder. À marée basse, une promenade pieds nus permet d'explorer de hautes grottes et de découvrir des arcs entrelacés. À marée haute, la visite passe par le haut de la falaise en respectant toujours la distance de sécurité.
de villes peuvent se vanter d'avoir une histoire aussi liée à la mer. Dans les années 1232, le premier rendez-vous documentaire de la chasse à la baleine dans les Asturies, c'était dans le port de Antrusa. On dit que Carlos V lui-même a demandé en dot, lorsqu'il a débarqué dans les Asturies, rien de plus et rien de moins que cette petite enclave baleinière.